distribution ou que ce soit la logistique, ce sont deux disciplines qui manipulent des masses de données considérables et aussi qui génèrent des masses de données considérables, et on arrive à ce qu'on appelle le big data. Alors big data, mot très à la mode, ici on va vous parler du lien entre big data et entreprise. Alors, Sébastien Nedjar, qui est maître de conférence dans le département informatique à l'UT d'Aix-en-Provence et qui est également chercheur au laboratoire d'informatique fondamentale, va nous parler, quant à lui, de big data et d'entreprise. Et donc, on va parler ici de big data et de gros volumes de données. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot big data, c'est un mot assez marketing, assez à la mode. On en parle depuis, on va dire, 2007, 2010 et de plus en plus aujourd'hui. Et donc, on va voir que des données massives, on n'a pas attendu le big data pour essayer d'en traiter. Depuis très longtemps, on faisait de l'informatique décisionnelle, qu'à un moment donné, on a choisi d'appeler business intelligence. Ça faisait bien de dire BI, c'était très pratique. Et dans cette informatique décisionnelle, dans cette BI, généralement, ce qu'on essayait de voir, c'était de se dire, qu'est-ce que, grosso modo, dans mon organisation, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les phénomènes à observer, etc., etc. Et donc, on prenait toutes les données opérationnelles, tout ce que produisaient nos systèmes de vente, tout ce que produisaient nos systèmes logistiques, on les stockait, on les entreposait, et derrière on se disait, pour observer ces phénomènes, je vais essayer de mesurer justement des grandeurs, et sur ces grandeurs, je vais faire des statistiques. Voilà un petit peu l'idée, et tout ça, ça servait à produire des très jolis tableaux de bord. On était très contents de pouvoir faire du reporting, on faisait des jolis rapports, et puis après, quand on essayait de comprendre un petit peu les phénomènes observés, on faisait des tableaux croisés dynamiques et autres, et quand ils avaient plein de dimensions, ces tableaux croisés dynamiques, on appelait ça des cubes de données. C'était vachement compliqué des fois à lire, à naviguer dedans, mais a priori, on nous affirmait qu'avec ces outils merveilleux, on était capable de tout comprendre, ce qui s'était passé, et on était capable de tout retrouver. Voilà un petit peu ce qu'on appelait la business intelligence, qui existe toujours, qui rend bien des services. Et là, maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qui a changé et en quoi, justement, Big Data se différencie de cette approche-là. Donc, quand on parle de Big Data, on parle d'abord de grosses données. Donc, on se dit, tiens, on va avoir des grosses volumétriques. Bon, ça n'a pas changé. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé? Alors, la première chose qui a changé, c'est de se dire qu'au lieu de se focaliser sur quelques critères d'analyse bien connus, sur lesquels on savait que ça avait une importance métier vraiment forte, là, au contraire, on va prendre tous les critères d'analyse possibles en se disant que potentiellement il va exister des liens que l'on n'aurait pas pu imaginer à l'avance et utiliser justement à la fois cette forte volumétrie et cette forte dimensionnalité pour essayer de prédire des phénomènes cachés. Et donc, la première particularité du Big Data, c'est la forte dimensionnalité, ok, ça c'est technique, c'est pas très intéressant, mais le premier point d'intérêt, c'est cette capacité à prédire. Le deuxième point d'intérêt, c'est que dans l'approche BI, généralement, les données elles étaient consolidées, on les remettait à jour à des intervalles de temps réguliers, on faisait ça très sagement, de manière très propre, et généralement, on avait des jolis historiques qui dataient d'un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, selon les volumes de données, les temps de calcul qu'on avait et autres, et donc c'était pas toujours très frais. Là, dans l'approche Big Data, on va plutôt se dire j'ai besoin d'avoir des connaissances en temps réel, et j'ai besoin de pouvoir les prédire le plus rapidement possible. Effectivement, en acceptant de vouloir prédire le plus rapidement possible, il y a toute une question de qualité. C'est-à-dire qu'effectivement, on va relâcher l'exactitude de ce qu'on va prédire. Alors c'est vrai que quand on parle de prédiction, la première image qui vient à la tête, c'est de se dire si je suis capable de prédire le futur, je me transformerai en Madame Irma. Heureusement que Madame Irma, on ne la remplacera jamais. Même les algorithmes les plus perfectionnés ont toujours des limites. Et ces limites, c'est justement, on va être capable de prédire certains phénomènes, mais avec une probabilité, avec un facteur de véracité qui sera toujours limité. Donc, malheureusement, l'autre fantasme que ça efface, c'est que Minority Report, en tant que tel, on ne sera pas capable de prédire qui fera quoi exactement et à quel moment. Mais ce qu'on sera peut-être capable de prédire, et ça on a bien vu des systèmes, par exemple, utilisés par la police, qui sont capables de dire que dans tel quartier, vers à peu près telle heure, il y a une forte probabilité qu'il se passe quelque chose.
Et donc là, effectivement, on voit bien que par exemple pour les systèmes, pour la gestion des forces de l'ordre, pouvoir prédire à quel endroit il risque de se passer quelque chose, ça veut dire qu'ils vont pouvoir mobiliser leurs forces au bon endroit, ou en tout cas au plus près des endroits où les événements négatifs ont la plus forte probabilité de se produire. Et donc on voit bien que ça peut améliorer pas mal de choses. Du point de vue logistique, on a tous entendu aussi parler des systèmes de prédiction d'Amazon, où théoriquement ils sont capables de prédire avec je ne sais plus quel délai d'avance, quel livre va être acheté à quel endroit et pouvoir l'acheminer en amont dans le bon entrepôt au plus près du client parce qu'il avait prédit. C'est pas au livre près, je pense, c'est sûrement en quantité, en volume, mais a priori ils ont quand même des systèmes qui leur permettent de prédire ces achats rares et de pouvoir justement préacheminer un certain nombre de produits en amont. Alors, il y a des limites au Big Data. La première limite de Big Data, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup de données. C'est vrai que tout le monde va stocker ces données et le moindre entrepreneur que vous allez voir, la première chose qu'il vous dit, c'est je suis sûr que mes données ont de la valeur, je ne sais pas encore comment les valoriser, mais je suis sûr que je vais pouvoir en faire quelque chose et que je vais pouvoir générer du business autour de ça et que je vais pouvoir générer de la richesse. Donc ça, c'est le discours général et tout le monde est persuadé de ça. Tout le monde se dit, Big Data, ça a un intérêt pour moi, il faut que j'en fasse, je ne sais pas comment, mais il faut que j'en fasse. Donc ça, c'est le ressenti de tout le monde. Le problème, c'est qu'il existe beaucoup de méthodes et que sans une vraie expertise, savoir quelle méthode utiliser à quel moment, c'est assez compliqué, même pour des ingénieurs. Et là, aujourd'hui, la plupart du temps, c'est des profils plutôt de chercheurs qui s'attaquent justement à ces problématiques-là et qui vont être capables d'identifier quelles méthodes, comment les adapter, comment les rendre plus particulièrement adaptées à la problématique précise qui nous sera proposée. Donc nous, au sein de l'équipe base de données avancée du LIF, on travaille régulièrement avec les entreprises. On a déjà conduit un certain nombre de projets de valorisation. Donc là, je donne quelques exemples simples pour vous fassiez une idée de ce qu'on peut faire. Là, typiquement, on avait une première collaboration avec une entreprise qui n'a pas forcément abouti à ce qu'on souhaitait, mais qui a quand même fait travailler un certain temps, où on se disait, un système de production en microélectronique, c'est un système industriel complexe. Ce système industriel complexe, c'est une chaîne de fabrication. À chaque étape de la chaîne de fabrication, il va y avoir des mesures. Ces mesures, ça constitue beaucoup de données. Est-ce qu'on peut les utiliser pour prédire les pannes? Est-ce qu'on peut les utiliser pour prédire quelle machine va lâcher à quel moment et en préventif, être capable de faire de la maintenance sur les bons équipements pour éviter d'arrêter notre chaîne de production. Parce que quand une machine coûte 1 million d'euros, si on la prend 2 heures, ça a un coût et il n'est pas négligeable. L'autre exemple d'application, c'était aussi sur une application qui était la pharmacovigilance. La pharmacovigilance, c'est le fait de savoir quand on met des médicaments sur le marché, est-ce qu'ils sont dangereux et est-ce qu'à un moment donné, ils vont créer des troubles pour la santé publique, etc. Donc tout ce qui sort du Mediator. Et aujourd'hui, ce genre d'approche, ça repose principalement sur les médecins. Et donc les médecins, quand ils détectent quelque chose qui leur paraît anormal, ils doivent le signaler aux autorités compétentes. Vous imaginez bien qu'un médecin signale quelque chose, qui est une obligation réglementaire pour lui, il faut que le phénomène soit visible. Et donc des phénomènes cachés, des phénomènes diffus, des phénomènes qui ne se mesurent pas à l'échelle de l'être humain, c'est pas capturable avec ce système de pharmacovigilance. Donc là, sur ce projet-là, on travaillait avec une entreprise qui était en partenariat, qui faisait de la logistique pour les laboratoires, qui faisait de la mesure de biomarqueurs. Et donc là, l'idée, c'était qu'en croisant ces données, on pouvait voir apparaître justement des changements qui pouvaient indiquer qu'il y avait potentiellement un risque et qu'il fallait regarder ce qu'il y avait derrière. Donc là, voilà un petit peu le métier du chercheur autour du Big Data. Donc, les gens de mon équipe qui sont situés justement au département informatique. Et ce qu'on voit apparaître depuis quelques années, c'est un nouveau métier, qui est le métier de data scientist, donc scientifique de la donnée. Donc c'est des experts qui vont justement avoir besoin d'une bonne connaissance de ces outils d'analyse de données, mais en plus d'être aussi capable justement, d'être capable aussi d'avoir des compétences informaticiennes. Donc là on voit tout l'intérêt des formations justement comme la nôtre, dans lesquelles justement on va mêler
un bagage solide à la fois en maths, en statistique, en informatique, en programmation et en base de données. Et d'ailleurs, depuis beaucoup d'années, l'implication de chercheurs dans le département a fait qu'on propose des enseignements qui permettent justement de sensibiliser aux problématiques de data science. Effectivement, un niveau Bac+2, Bac+3, ce n'est qu'une sensibilisation, mais justement, on contribue à faire en sorte que nos étudiants aient ces compétences tant recherchées dans les entreprises d'aujourd'hui et encore plus de demain. Voilà un petit peu pour le cadre Big Data.